Salut tout le monde, bienvenue à Prat Golf et cette semaine, je reçois Nick Droz et Kevin Nollet. J'allais encore oublier son nom, deuxième take, c'est vraiment malade. Nick Droz qui est un coach de golf chez Station Go au Parcours du Cerf. Et puis Kevin Nollet qui est un maître futeur chez Mio Golf à Laval. Yes. Salut les gars, comment ça va? Très bien, merci de nous Nice, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment cool parce que c'est un beau sujet qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire coaching et fitting, les deux font la paire. On a besoin d'un coach et puis d'un gars qui va nous fitter pour, dans le fond, juste améliorer au maximum notre jeu. Moi, ma première question, c'est quoi, mettons, la relation entre un coach et un fitter? Des fois, est-ce qu'il va y avoir une relation quelconque avec le joueur qui vont se discuter ensemble qu'est-ce qui serait le best pour ce joueur-là? Ben, c'est sûr, moi, quand je commence à coacher du monde, c'est pas la première affaire que je change, c'est l'équipement. Je vais vérifier les habiletés du joueur, puis après ça, quand je vois qu'ils ont comme topé comme stagné dans leur leçon, là, c'est là où je réfère souvent même à Kevin Nollet pour se faire fitter. Mais n'importe quel joueur peut aller se faire fitter à n'importe quel joueur. Ben, tu sais, moi, je pose souvent des questions aux joueurs si, premièrement, ils travaillent avec un coach. Puis après ça, si je connais le coach, je vais le contacter pour savoir sur quoi ils travaillent, puis c'est quoi leur objectif. Parce que, tu sais, il y a peut-être un travail qui se fait pour aller chercher une certaine trajectoire, un certain chiffre. Puis, tu sais, peut-être que l'équipement va l'amener, mais peut-être qu'eux ont déjà du travail à faire pour s'en aller vers là. Fait que de savoir sur quoi ils travaillent pour travailler dans le même sens que lui. OK, mais c'est pas pire ça. Puis parlant de trajectoire, là, une trajectoire idéale de balle, là, c'est-tu une balle qui est pénétrante, une balle qui est haute, une balle qui fait beaucoup de spin? Y a-tu quelque chose de comme, entre guillemets, parfait ou c'est vraiment propre à chaque joueur? Ben, selon moi, c'est une trajectoire que tu es capable de répéter le plus souvent possible. Il n'y a pas de bonne réponse à ça, mais quelque chose que tu es capable de répéter très souvent, puis d'éliminer souvent un côté. Si tu es capable d'éliminer un côté, ben tu sais où est-ce que tu vas la manquer, donc ça devient plus facile. Donc ta pointe de tarte est plus remplie, exact. Tu as plus de fun. Puis quand on travaille avec un joueur, c'est quoi la base? Tu commences par quoi, toi, Nick, quand tu... Donc, moi, je commence tout le temps par demander comme s'ils jouent à d'autres sports, s'ils ont des blessures, etc. Après ça, comme vraiment la base, la posture, la grippe, etc. Deux chiffres que je check vraiment beaucoup, c'est vraiment le club pat puis l'angle d'attaque, ou le low point. Puis avec ces deux éléments-là, je suis capable de venir... Tu sais, j'ai pas un one-size-fits-all mode teaching, mais c'est plus comme chacun pour soi, puis on trouve tout le temps une solution pour ramener la balle dans le milieu. OK, c'est ça le best qu'il faut avoir. Puis l'angle d'attaque chez les joueurs, est-ce que c'est correct d'avoir un angle d'attaque qui est plus comme steep en anglais, vertical versus quelqu'un qui est plus, là, qui appelle shallow en anglais, ou c'est vraiment, on dit, on va essayer d'aller chercher une trajectoire de bâton idéale qui va faire en sorte qu'on va être content pour tous? Je veux dire, tu vois les deux. Tu vois du monde, tu sais, mettons le monde qui n'a pas beaucoup de vitesse puis ils frappent beaucoup en descendant, ça va être vraiment difficile à faire lever la balle. Fait que c'est vraiment du cas par cas. C'est sûr que, tu sais, ton club pad, si tu es capable de le garder en bas de 3, moins 3 ou plus 3, dépendamment si tu veux jouer un fade ou un draw. OK. Moi, je pense que c'est là où c'est la zone comme acceptable que ta dispersion va réduire de beaucoup. Puis que t'as comme Kevin disait, tu peux mieux prédire du côté que ta balle va être. Puis après ça, l'angle d'attaque, c'est vraiment comment vite que tu es capable de frapper dans la balle, selon moi. Là. OK. Fait que plus tu es capable de frapper vite, plus tu pourrais descendre sur la balle. Tu peux te le permettre, pour y aller plus haut. Sinon, essayer d'aller plus shallow un peu. Kevin, tu sais, je t'ai rencontré pour la première fois chez Golf 3R. Salut, en passant. Salut Pascal et son équipe. On s'est croisés là par hasard. Et voilà, j'étais en train de prendre un cours avec Pascal. Puis là, on parlait de shaft, de bâton, puis tout ça. J'essayais des nouveaux shafts, tout ça. Puis je me rappelle une phrase que tu as dit. Tu as dit, tu sais, entre la tête de club puis le shaft, le plus important, c'est la tête de club. Parce que là, tu as expliqué le shaft qu'il y avait des différences, mais que c'était moindre que le club. Si tu peux m'expliquer plus? Absolument. Ben, tu sais, ça fait des années qu'on se fait enseigner que le shaft change tout. C'est ce qui est le plus important, mais le shaft, c'est un outil de timing, OK? C'est un outil de sensation. Un coup que tu as trouvé quelque chose qui te plaît, que tu aimes, puis que tu réussis à bien le timer, que ce soit un stiff, un régulier, un extra stiff, qu'il soit pesant, qu'il soit lourd, on s'en fout. C'est toi qui le swing, c'est ce que tu aimes swinger, c'est ce que tu contrôles le mieux. La tête, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui va produire l'effet qu'on désire ou non. Mais c'est pas le shaft qui va faire spinner la balle, c'est pas le shaft qui va faire hooker la balle, c'est pas le shaft qui va faire frapper haut, frapper bas. Oui, c'est le golfeur, mais la tête va venir aider.
Ah ouais, c'est quand même intéressant ça. Puis les têtes qui ont un sol plus large, est-ce que c'est nécessairement plus difficile à jouer dans du rough épais ou ça, c'est juste. Pas nécessairement. Tu veux dire, mettons, un fer qui est plus large un peu qu'un fer plus mince? Ouais, c'est ça, au sol, là, pour avoir non, plus... pas nécessairement. Pas plus difficile à jouer dans le rough, non. Dans le fond, il y a des têtes de bâton qui sont conçues pour chaque type de foire où ce qu'on est rendu. Exact. Puis, tu sais, souvent, les gens vont... Mettons qu'on regarde il y a 15 ans, les lofts des fers ont changé beaucoup. Puis là, les gens vont dire, ah ben, c'est normal que je fasse plus loin parce que les lofts ont changé. Moi, je réponds toujours oui, mais non. Okay. Parce que, tu sais, mettons, un fer 7, tu peux avoir un fer 7 maintenant à 28 degrés, mais ils ont joué avec le centre de gravité aussi. Fait que tu frappes aussi haut, sinon plus haut qu'avant, mais plus loin aussi. Parce que s'il y avait juste baissé les lofts, là, tu frapperais plus loin, mais plus bas. Tu frapperais littéralement comme un fer 5 avec un fer 7. Mais là, en jouant avec le centre de gravité, en le mettant plus bas, la balle, elle sort aussi haute, sinon plus haute, mais plus loin aussi. Donc, ça devient plus facile. Fait que c'est bon. Fait que dans le fond, c'est correct d'aller avec des bâtons qui sont plus faciles, juste enjoy de golf. Puis, derrière ton côté, c'est marqué Golf is hard. Exactement. C'est tellement dur le golf. Si on peut se donner des outils pour nous aider, pourquoi pas? Ça, c'est vraiment fun, ça, comme information, parce que souvent, on se parle entre boys ou boys puis girls, puis là, on veut jouer au golf, puis là, on s'entête souvent à se dire non, moi, je veux jouer comme un pro, mais avant d'être pro, il faut frapper 10 millions de balles puis prendre des cours. Puis, comme toi, Nick, tu dois souvent avoir des gens qui viennent te voir pour améliorer leur swing. Puis, c'est quoi, mettons, un golfeur qui est comme, mettons, un bon golfeur amateur, mettons, qui se dit hey, moi, je veux pimper ma game. Puis que, qu'est-ce que tu peux travailler avec lui en premier? Le swing speed, le contact de la balle? Ben, je commence tout le temps par demander, genre, c'est quoi ton miss? Okay. C'est, mettons, t'es vraiment dans le trouble, c'est quoi qui va se passer en moment de pression, puis c'est là-dessus que je focus plus. Okay. Parce que, après ça, quand tous les chiffres comme le club pad, toutes sont tête, après ça, moi, je pense que c'est là où tu peux travailler vraiment sur le speed puis tout. Puis le plus que tu travailles sur le speed, là, tu vas avoir de la variance dans les autres chiffres. Okay. Puis là, après ça, tu rends ça plus tête, puis etc. Mais c'est vraiment du cas par cas. Je ne suis pas vraiment comme un moule. Ouais, c'est ça. C'est vraiment chaque golfeur qui... Exact. Mais mettons, on parle beaucoup de données. Tu sais, les deux, vous travaillez comme avec les données full pin, avec les nouvelles technologies qui sont vraiment incroyables parce que tout donne la vérité. Tu sais, ce que je frappe maintenant, c'est... Ouais, c'est plus du guessing. C'est ça qui est le fun là, aujourd'hui. T'sais, dans le temps, en sport-études, on n'avait pas vraiment ça. Puis les jeunes d'aujourd'hui qui ont ça, c'est comme le potentiel est infini là, avec le TrackMan. Là, ouais, hein? C'est ce que vous pensez. Ouais, vas-y. Faut faire attention aussi. Il y en a une centaine de données là, qu'on peut analyser, mais faut pas virer fou avec ça non plus. À un moment donné, il y en a peut-être 4, 5, 6 qui sont importantes à regarder, mais il y en a des fois qui ont la technologie, mais ils l'utilisent pas de la bonne façon. Ils regardent trop d'affaires, puis ils se mêlent dans leur Comme truc. Dans Internet, on va aller voir Exactement, trop d'informations. Trop de vidéos, trop de ci, trop de ça. À un moment donné, il faut que tu te concentres sur certains chiffres, puis tu sais, va pas trop large, là, parce que sinon, ça devient trop compliqué. Puis pour vous autres, là, mettons, là, chacun entre vous, là, ça serait quoi, mettons, la donnée? Je me dis, ça, c'est la donnée la plus importante à avoir. Ben, personnellement, je trouve que le face-to-pat, la face par rapport au pat, c'est ce qui est le plus important. Si tu réussis à contrôler ça, tu vas contrôler. Ça, tu penses, c'est le club qui arrive. L'ouverture de la face en relation du trajet. Avec le trajet. Exact. Donc, si j'arrive à 0 degré, c'est juste des degrés qui parlent de ça? C'est ça. Tu n'es pas obligé d'être à 0 nécessairement, mais il faut que tu la contrôles le mieux possible. Moi, j'aime pas ça, 0. Ben, 0, c'est trop. D'un bord ou de l'autre. Tu peux. Donc, t'es un d'un bord ou un de l'autre, tu deviens que ça. Tu peux manquer des deux côtés. Ça devient difficile. T'as 50% de chance à la gauche, 50% de chance à la droite. Ok, je comprends, parce que dans le fond, ton miss, là, il est rendu plus juste un bord. C'est ça. T'as développé les deux bords, fait que là, tu sais plus qu'est-ce qui va arriver. Moi, j'aime mieux, mettons, je dis, OK, je joue des fades, je vais essayer d'avoir mon club pat. Ben, je suis gaucher, fait que je vais être dans le positif. Puis après ça, je fais une face qui va suivre. Si toi, tu fais un fade, ce serait ça ta balle que tu jouerais? Ouais. Parce que pour moi, mon miss, c'est un low duck hook dégueulasse. Fait que je travaille fort pour faire des beaux petits cuts. Puis... Ah, ben ouais, faire exactement le contraire. Puis se dire, let's go, je travaille ça. Puis toi, Nicolas, t'as-tu un miss particulier? Kevin, Nicolas. Kevin Nollet. Des fois, ça arrive. Même des fois, j'enseigne, puis j'oublie des noms. Là, je suis en podcast avec des. J'adore, puis je suis comme, oh yes! Ouais, tu name tag. Ouais, ça serait nice, ça. Je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Puis ton miss, toi, le plus fréquent, c'est. Ah, ben, personnellement, moi aussi, c'était un gros hook en étant gaucher. Fait que ma face arrive trop fermée, fait que je travaille pour. Justement, l'équipement peut t'aider à changer le centre de gravité un peu sur les drivers, surtout sur les bois, pour
avoir une face, mettons, qui reste plus ouverte ou qui ferme plus rapidement. Fait que ça, c'est un aspect de l'équipement qui peut être intéressant pour... ça fait pas toute la job, là, tu sais. Ouais. Moi, je le dis souvent, c'est tout le temps le swing. Tu sais, c'est tout le temps le swing le problème, mais l'équipement peut quand même t'aider à corriger certains trucs. Certains petits trucs. Mais ça fait pas de la magie non plus, là. Puis mettons, j'ai un driver qui va corriger ma face. Puis si je commence à travailler avec un coach, puis là, je travaille à, mettons, fermer plus ma face. Puis est-ce qu'à un moment donné, mon équipement va être comme plus bon pour moi, puis il faudrait que je le change? Ben, tu sais, la plupart des drivers sont ajustables. Jusqu'à un certain point. C'est pour ça que c'est important de parler avec le coach de la personne si on en a un. Parce que, tu sais, s'il travaille à fermer la face un peu plus, puis moi, je mets quelque chose qui le ferme extrêmement, ça se peut que dans 6 mois, ça sera plus bon. Fait que, tu sais, il faut voir c'est quoi ses objectifs à moyen terme et à long terme aussi. Pour voir est-ce que ça prend un équipement à jour aujourd'hui ou est-ce qu'on le fait pour dans 6 mois, tu sais. OK. Tu sais, c'est le meilleur exemple en ce moment. On est au mois de novembre. Ouais. Les gens vont... Mettons, il y en a qui vont embarquer dans un programme d'entraînement pour l'hiver, mais tu sais, est-ce qu'on fit pour aujourd'hui ou on fit pour le mois de mars ou le mois d'avril l'année prochaine quand son swing va être optimisé? Ah, je comprends. Hein? Tu comprends? Puis les poids de shaft, là, est-ce que... Moi, j'ai entendu, mettons, dire un poids, mettons, un shaft plus léger, ça va faire moins de spin. Un petit peu plus lourd, ça peut faire plus de spin. Ça n'a aucune corrélation. Aucune corrélation. Est-ce que ça affecte aucunement? C'est juste le tempo de mon swing que ça va affecter, puis mon feeling. Ça peut changer ta transition, ça peut changer ton feeling. Mais tu sais, on ferait le test à l'aveugle, hein, mettons, un shaft 85 grammes régulier, un shaft à 105 stiff, puis un shaft à 120 extra stiff. Les données seraient sensiblement les mêmes. OK. À quelques verges près. Mais tu sais, ça, c'est plus golfer dependent, plus la faute du golfeur que du shaft. Tu sais, on pourrait refaire l'exercice 5 fois dans la semaine, puis on aurait des résultats différents, mais très similaires à chaque fois. OK. Ah, mais c'est bon, ça. Puis l'autre question que j'avais, c'était sur les tempos. Tu sais, en fait, est-ce qu'un joueur de golf qui va avoir un swing tempo plus agressif, une transition plus agressive, va générer plus de distance que quelqu'un qui va en avoir un, tu sais, le plus smooth, deliberate, ou c'est comme, peu importe l'énergie, c'est pas dans la transition que ça se donne? Encore là, ça dépend. Ouais, c'est tellement du cas par cas, tu sais. C'est vraiment la relation entre ton club speed, ton ball speed, ton smash factor. Tu vois des gars comme Jake Knapp qui ont vraiment un swing tempo comme vraiment parfait, pur, slow. Puis il y en a du monde comme Brooks Koepka qui rentre Bryson DeChambeau qui rentre dedans. C'est sûr qu'ils ont le plus d'agressivité. Selon moi, ils vont carry un peu plus. OK. Mais tout. Il n'y a pas de réponse à ça. C'est ça, hein? Il y a tellement de swings de golf différents que... Puis, mais vous autres, mettons, quel joueur de golf que vous trouvez qui a le plus beau swing de golf selon vous, selon votre perspective? Aujourd'hui ou all-time? Genre, on pourrait commencer all-time, puis aujourd'hui après, parce que j'imagine que ça peut peut-être changer, là. Moi, all-time, je dirais Adam Scott. OK. Puis aujourd'hui, pour moi, mon swing préféré, c'est Tommy Fleetwood. Ouais? Ouais. Elle l'aime bien. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Y a-tu, tu sais, Tommy Fleetwood, on voit, est-ce que, tu sais, mettons, je parlerais de, ça m'a fait penser à quand on parle comme le mouvement latéral. Là, tu sais, des fois, tu écoutes beaucoup de vidéos sur Internet, puis là, ça s'obstine sur mouvement latéral ou pas mouvement latéral. Mouvement latéral vient normalement parce que, anyway, on va faire le swing. Toi, c'est quoi ta philosophie? Parce que dans le fond, moi, je pense qu'il y a plusieurs philosophies. Elles sont toutes bonnes. C'est encore du cas par cas. Ça dépend, tu sais. En transition, en descendant, il y a pas mal 3 forces. Il y a de la rotation, il y a du shift, puis il y a du push and pull. Ça dépend de comment tu veux que la balle elle sorte, puis ainsi de suite. Là. Mettons que tu veux faire plus un fade, on va engager plus le mouvement du upper body en premier. Si tu veux plus du draw, tu vas peut-être aller avec plus des hanches pour retarder ton upper body. Tout dépend vraiment du swing. C'est cool, ça, c'est intéressant. C'est le fun parce que c'est tout le temps comme... Il y a plusieurs facteurs, plusieurs trajectoires de balle, plusieurs hauteurs. Fait que c'est vraiment cool de... Comme pas pour rien que c'est marqué en arrière de mon t-shirt de Full Wedge, Golf is hard, parce que une journée ça va, l'autre ça va pas. Puis en bout de ligne, si ça finit, la balle a fait quoi? C'est ça l'important, tu sais. Ouais. La balle a fait quoi? T'aimes-tu tout ce que la balle fait? Après ça, le chemin que tu prends pour te rendre là, on s'en fout un peu, tu sais. Faut juste que t'aimes ce que la balle fait, puis elle fait ce que tu veux, le plus possible. Ouais.
C'est ça. Exactement. Le chemin que tu prends, tu peux prendre 12 détours si tu veux. Si tu réussis à l'envoyer où ce que tu veux et à faire ce que tu veux avec la balle, ben, t'as réussi. That's it, t'as réussi. Hein? Surtout de réduire tes expectations. Là. Ouais. Pour un amateur, mais même les pros, là, réduire tes expectations peut faire un gros job là, pendant que tu joues. Tu sais, mettons à 100 verges, tu sais à combien de pieds que les pros ils mettent PJ Tour de non, la je pin? sais pas. C'est en dehors de 20 pieds. Là. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Hein? Nous, en tant que joueurs qui pratiquent peut-être, je sais pas, moi je suis comme 2-3 fois par semaine. Ouais. Eux, c'est leur carrière, fait que je peux pas expect de tout le temps être à la pin. Là. Je comprends. Qu'est-ce qu'on voit à la télé, c'est tout le temps la best shot des meilleurs joueurs. Ils font ça de leur vie. Ils font ça toute leur vie, puis ils montrent pas les mauvais shots, les misses, puis tout ça souvent à la télé. Ils vont les garder pour... C'est un jeu d'erreurs. Moi, mon rôle, c'est de réduire les erreurs le plus possible de la personne avec l'équipement. Fait que, tu sais, si ton coup manqué, au lieu d'être finir dans le bois, mettons, il finit dans le rough, ou au lieu de finir dans la trappe de sable, il finit sa frise, ben tu viens de sauver des coups là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de réussir à réduire tes coups manqués, parce que tes bons coups vont toujours être bons. Tes coups manqués, comment tu les manques, c'est ça qui est important. Si tu réduis ces coups manqués-là, tu vas scorer mieux, c'est automatique. J'avoue, hein. Moi, je veux revenir. Tu m'as demandé c'est quand que je recommande à quelqu'un à lui faire fitter ou acheter des nouveaux clubs. Quand je vois que ces clubs datent, là, on va échanger tout de suite. Tu vas tout de suite voir un changement. Là. Genre, il y a du monde qui amène des clubs de leurs grands-parents ou whatever. OK. Je suis comme... Il faudrait peut-être que tu checkes à changer de club. Ça. C'est dur en partant. Fait que pas avoir comme un équipement qui est quand même récent. Moi, je dirais 20-20 en montant au moins. Là. Ça dépend. Un coup qui est bien fité, tu peux avoir un driver 2017 qui performe super bien. Okay. Moi, un exemple qui me vient en tête, c'est souvent les hommes qui donnent leur vieil équipement à leurs femmes. Ouais. Là, c'est parce qu'ils veulent pas qu'elle aime le golf. Parce que, tu sais, c'est ultra pesant pour elle. Fait que là, tu sais, commencer, ouais, trop long, trop pesant. Fait que tu lui donnes aucune chance en partant. Fait que ça, messieurs, arrêtez de faire ça. C'est pas une bonne affaire. Allez acheter un équipement. Exact. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être un équipement complet. Ça peut être un demi-équipement juste pour commencer. Puis se donner 6-7 bâtons, qu'elle va savoir quand s'en servir et tout ça. Puis c'est pas bon juste pour les femmes, là. Ça peut être bon pour les hommes débutants aussi. On n'est pas obligé d'avoir 14 bâtons pour commencer. Ouais, c'est ça. Ça serait quoi le kit minimal pour un golfeur qui commence, là? Ben, un driver, je pense. Après ça, un bois d'allée facile à frapper, un genre de bois 7, bois 9. Okay. Après ça, quelques fers. Mais pas des fers trop longs. Probablement un fer 6 en montant, 6-8 pitch. Ouais, okay. On peut en sauter un. Un wedge qui va servir un peu à toutes les sauces là, autour des greens d'un trappe de sable, puis un poteur. Okay. Vite comme ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à ça. Puis là, on est équipé pour jouer. On n'est plus dans la période là, de driver bois 3, hybride 3, faire 4 en montant. La plupart des gens ont de la misère à frapper ces longs bâtons-là. Fait qu'on est mieux de leur donner des choses plus faciles à jouer qui vont avoir plus de plaisir. Je suis d'accord. J'ai un bois 3 dans mon sac, puis je l'utilise rarement. Ouais, viens me voir. Justement, je voulais prendre des cours avec toi. Je t'annonce la nouvelle que sur Internet. Fait qu'on va s'en parler de ça plus tard. Ça va être vraiment... Chez Station Go, parce que Station Go, Saint-Bruno. Saint-Bruno, c'est vraiment une belle place. Les Trackmans, c'est malade mental. Mais on parlait de bâton puis de switch donné justement à sa femme ou à son chum ou... Tu sais, des fers sont vieux datant. Puis j'aime ça parce que ma prochaine question que j'avais en tête, moi, c'était... Toi, Nick, tu travailles pour Golf Avenue, qui est justement un site là, international. En tout cas, au Canada, ça marche très fort. Ouais. Puis de bâtons usagés. Puis même qu'il y a des promotions, c'est un site là, de Black Friday aujourd'hui, mais on le verra pas. On le verra pas. Fait que c'était Black Friday dans le temps. Puis... ouais, c'est ça. Mais en parlant de bâtons usagés, c'est quoi les avantages des bâtons usagés ou les inconvénients? Tu sais, parce que... Le prix. Ouais, c'est le prix, là, by far. Là. OK. Puis aussi, l'accessibilité. Genre, on a tellement d'inventaires sur notre site qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Fait que, tu sais, mettons, du stock gaucher, c'est quand même tough à trouver. Quand même. Sur notre site, on en a beaucoup, là. Puis, c'est ça, là. C'est l'affaire qui est le fun avec Golf Avenue, surtout, c'est, mettons, on est à Montréal ou Rive-Sud, whatever, Québec. En une journée, si tu commandes aujourd'hui, demain, tu vas avoir ta commande. Ah ouais, ça, c'est quand même pas pire, ça. Ouais. On travaille vite, travaille fort. L'affaire qui est le fun, comparé à, mettons, acheter sur Marketplace ou chez Golf Avenue. Chez Golf Avenue, tous les bâtons sont inspectés, sont
quasiment remis à neuf, sont shinés, tout. Fait que tu sais que le club va performer. Sinon, il se ferait rejeter. Tandis que sur Marketplace, sûrement, des fois, tu trouves des counterfeits, des fakes ou des têtes brisées. Il y a des très belles copies aujourd'hui. Très belles copies. Ils sont rendus très, très bons. Nous, on en reçoit à chaque semaine du monde qui s'essaye. Il y en a des très laides, mais il y en a des très belles aussi. Des beaux Scotty Cameron. Du monde qui s'essaye va avoir un peu de cash pour les fakes, mais nos gars à l'entrepôt sont vraiment sharp. Ils checkent ça. Ils sont capables de les déceler pas mal rapidement. Ça, c'est pas payé, ça. Puis y a-tu, mettons, tu sais, quand t'achètes usagé, là, des fois, tu sais, c'est comme le lie angle. Est-ce que tu peux le faire arranger? Ben, s'il y a quelqu'un qui dit ça ou c'est vraiment après ça, je vais aller dans une boutique, puis là, je me dis. Tu vas voir Kev. Tu vas voir Kev chez Miyoga, puis là, il t'arrange ça. Exact. Ça, on peut le faire pas avec tous les bâtons, mais on peut le faire avec certains. Puis, c'est vrai, des bâtons Forge plus que. Ouais, le matériel est bien important. Là, du cast, on peut quasiment pas bouger ça, mais ce qui est forgé habituellement, on peut le faire, bouger. Parce que en tant qu'enseignant de soudage, si je fais un petit cours là, 101, Forge, en fait, souvent ça va être l'acier, doux. C'est 10-25 souvent qui sont marqués sur les bâtons. Fait que ça veut dire que, en fait, le 1, ça veut dire c'est en fait, c'est le pourcentage. Non, c'est pas ça. Le 1, c'est comme le type d'acier au carbone. Fait que le 1, c'est juste l'acier puis du carbone. Puis ensuite de ça, les deux derniers chiffres, le deuxième chiffre, c'est le pourcentage de carbone d'alliage qu'il y a dedans. Mais là, vu que c'est juste du carbone, il n'y a pas de pourcentage. Puis les deux derniers chiffres, c'est le pourcentage de carbone. Fait que c'est de l'acier doux à 0,25 % de carbone. Donc, ça se travaille bien, il n'y a pas de problème. Puis de l'acier doux, ça ne se trempe pas. Fait que même si on chaufferait nos clopes, on les mettrait dans la neige, ça ne changerait pas la structure moléculaire du bâton. Là, pour peut-être. Il y a des gens qui disent si tu joues dans la neige, tes bâtons vont craquer. J'ai entendu ça souvent. Mais des Forge, je ne penserais pas. C'est drôle, hier, j'étais au simulateur à Station Go, puis quelqu'un qui jouait un bois 3, bang, droit de craquer. Ouais. Mais je pense qu'il a laissé ses clubs dans le char pendant trop longtemps. Ça se peut. Écoute, débris, ça arrive. Là. Les compagnies, ils disent c'est à peu près 1% de leur club, mais ils en vendent tellement que. Ouais. Tu sais, débris, j'en ai des retours à chaque semaine, mais c'est des choses qui arrivent, puis c'est pas parce que c'est un citron ou quoi que ce soit. C'est une bad luck. Là, les compagnies sont bons, mais. Ouais, puis les compagnies sont très, très bons sur les garanties aussi. Là, ils sont au courant des fois que leurs produits sont à la limite de la légalité pour la performance. Fait que ça se peut qu'il y ait une face qui craque. Ça arrive des trucs comme ça. Fait que souvent, les compagnies vont garantir 2 ans, 3 ans après l'achat du produit sans problème. Hein? Surtout les bois, tout ça, c'est tout rendu du multimatériel. Les carbone, titane, mélangé avec puis ceux qui frappent très fort, ça va finir par craquer éventuellement parce que plus tu fais des impacts, la face, elle s'amincit. C'est pour ça que, mettons, Rory, son driver M1, je pense, ou M2 de 2017, il n'est plus légal parce qu'il y a trop d'effets trampoline. Il est rendu trop mince au niveau de la face à cause de il a fait trop d'impacts répétés à la même place. Fait qu'il est plus légal. C'est un beau problème, ça, pareil. C'est un beau problème, effectivement. Il est là, tard. J'aime ça. Puis les lie angles, tantôt on parlait de lie angle. Quand quelqu'un se fait ajouter des lie angles, comme là, des fois, il y a des compagnies, c'est comme, je t'envoie ton set de bâtons, c'est comme ping, système rouge, moins 0,75 degrés. Mais est-ce que chaque bâton doit être ajusté comme d'un lie angle un peu différent vu sa longueur ou ça dérange plus? Ça dépend de chaque personne, je te dirais. Il y en a qui vont bénéficier d'un lie différent sur leur fer court puis leur fer long. Moi, ce que je trouve le plus important, c'est sur les wedges surtout, d'avoir le bon lie sur nos wedges parce qu'autour des greens, ça fait une méchante différence. S'il est trop upright, tu vas avoir bien de la misère à chipper. Sinon, normalement, un wedge plus flat, c'est vraiment avantageux. Ouais. C'est bien ça. Puis, c'est bien ça. J'aime ça. J'aime ça. Vous avez vraiment des réponses. Là, pa. C'est vraiment le fun. C'est le fun avec vous. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Puis, exactement. Moi, tous mes clients qui ont besoin de se faire fitter ou whatever, je l'amène à Kev là, parce qu'il est tellement calé là-dedans. Fait que... Ouais, quand même. La première fois que je l'avais rencontré. Puis, c'est ça. C'était l'affaire comme, tu sais, les shafts, dans le fond, c'est comme tous les tempos puis tout ça. Mais, tu sais, trouve-en un que t'aimes, puis après ça... Ouais, puis tu sais, j'ai appris toutes ces affaires-là parce que j'étais allé visiter, j'ai tout fait les compagnies, là, tu sais, les bureaux chefs en Californie ou en Arizona, je les ai toutes faites, puis on rencontre les fitters du tour, justement, puis c'est à force de jaser avec eux autres que, tu sais, oui, ils donnent des petites formations et tout ça, mais c'est à force de leur poser des questions que, tu comprends un peu comment ils travaillent tout ça, puis, tu sais, la question des shafts, là, ils te posent une question, c'est « tu l'aimes-tu? » Tu joues quoi? Ouais. Tu l'aimes-tu? Si la réponse c'est oui, ils te remettent la même chose, puis ils te posent pas de questions. OK. Puis c'est la même chose, les gars, sur le tour, c'est souvent ça parce qu'ils ont joué, par exemple, un Dynamic Gold Extant depuis qu'ils sont tout petits, puis ils sont habitués à ça, fait qu'ils veulent pas changer la sensation qu'ils ont. Est-ce que ça performerait différemment à un autre shaft?
Probablement pas, mais ça leur donnerait des différentes sensations, mais eux, ils aiment ce qu'ils sont habitués. Donc, ils gardent ça toute leur vie. C'est quel headquarters que t'as trippé le plus? TPI à tête, là, c'est vraiment hot. Là. Toronto, ça? Non, à Californie. Ouais. C'est quoi que t'aimais le plus de voir là-dedans? C'est impressionnant. Là, le setup qu'ils ont, c'est fou raide. Là. Ils ont construit un mini terrain de golf que tu peux faire différentes shots selon le vent qu'il y a. Intérieur, ça? Non, extérieur. Extérieur. Okay, je comprends. L'air de frappe, là, c'est énorme. Ils sont en train de faire un setup pour les wedges juste pour Bob Vokey. Après ça, ils ont un setup pour les Tour Pro. L'accueil qu'on a, on est traité comme des rois. Je l'ai fait 2 fois, c'est vraiment cool. Là. Ah, mais c'est vraiment nice, ça. Ouais. Puis les shafts, là, est-ce que vous pensez les shafts pour les faire en carbone, ça, pas en graphite, excusez-moi, en carbone, est-ce que dans les futures années, ça va être plus que ceux en acier ou acier va toujours avoir sa place? Moi, je pense que c'est sûr qu'on s'en va vers éventuellement 100% graphite. Je sais pas dans combien de temps, je suis pas dans le secret des dieux non plus, mais tu sais, ça l'a fait dans les bois puis les hybrides. Les hybrides, on peut encore trouver des shafts en acier, mais c'est vraiment rare. OK. Mais les graphites évoluent à une vitesse grand V. Là. Le recul, il y a 15 ans, la qualité est tellement meilleure aujourd'hui. Tu peux avoir du graphite plus raide puis plus pesant que de l'acier maintenant. OK. Puis c'est bon pour le corps parce que ça évite beaucoup de blessures. Ça absorbe le choc plutôt que l'acier qui transfère le choc au corps. T'es-tu rendu avec du graphite? Ouais. Pour vrai? Ouais. Wow. Ouais, j'ai une couple de mes chums qui l'ont fait aussi, puis tu sais, des très bons joueurs, puis ils regrettent pas. Moi, j'avais une blessure à une main, puis ça faisait comme 5 ans que ça traînait. Depuis que j'ai changé au graphite, ça me fait plus mal. OK. Des gars comme Bryson DeChambeau qui swing extrêmement fort jouent avec du graphite. Probablement parce qu'il n'y a pas le choix, sinon il se blesserait à la vitesse qu'il swing. Moi, je pense que dans 20 ans, il y aura quasiment plus d'acier. Il faut juste instruire les gens parce que là, c'est comme une connotation personne âgée, femme, tout ça, mais c'est vraiment plus le cas. Là. Okay. C'est vrai qu'avant, c'était quasiment la seule solution pour faire des tiges vraiment légères, mais c'est plus le cas. Là. Ah, même. Toi, est-ce que tu as le goût de changer? Il me donne le goût, là. Tu sais, ceux qui ont des blessures, souvent aux articulations, le poignet, coude, épaule, ça fait une méchante différence sur ces blessures-là. Sur ces blessures-là. Est-ce que la grip va aussi changer quelque chose pour, mettons, l'absorption du choc? Est-ce que... oui, c'est sûr que plus la grippe est épaisse, habituellement, moins il va y avoir de résonance, mais c'est pas aussi flagrant que le shaft. Là. Moi, je suis rendu avec une grip jumbo. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Là. Ouais, t'aimes ça, la grip jumbo comme celle de Bryson? Genre, ouais, ben dans le... Il y en a qui disent que c'est un mythe, là, mais moi, à cause de mon mythe, c'est un gros duck-up. Okay. La grosse grip jumbo, elle me permet de moins flipper dans la balle. Fait. Probablement que ton cerveau réagit à cette sensation-là, justement, fait que tu tournes moins les mains. Faut faire attention au poids de la grippe aussi des fois, parce qu'il y a des grippes vraiment pesantes qui vont venir toutes déséquilibrer le swing weight du bâton. Okay. Mais il y a moyen de trouver des grippes qui sont plus grosses, qui pèsent pas grand-chose non plus. Ah ouais, hein? Il y a tout ça. Encore là, ça dépend du joueur, c'est ça? Tout dépend du joueur. Exact. Tu sais, moi, mon meilleur exemple, c'est que j'ai eu deux jumeaux identiques. Okay? Dans mes premières semaines au Mio, il y a 5 ans, 2 frères jumeaux identiques. Tu regardes d'un côté de l'autre, ils sont pareils. Les deux ne swingent pas pantoute de la même façon. Un qui frappe des high draw, l'autre des low cut. Okay. Mais un se basait toujours sur l'équipement de l'autre pour commander le sien. Fait que lui, il avait bien de la misère. Les deux, c'est des bons joueurs, sauf qu'il y en a un qui était vraiment mal équipé par rapport à son frère. Les deux ont fini avec des sacs complètement différents. Ça, c'était une des expériences que j'ai trouvées les plus cool parce que tu regardes physiquement, ils sont pareils, mais ils n'ont vraiment pas les mêmes besoins. J'avoue, c'est hot, ça. C'est tout par rapport à chaque golfeur. Il n'y a rien qui est fait pour tout le monde. Exact. S'il y a quelqu'un qui dit le contraire, partez en courant. Partez en courant, c'est ça, tu vas voir un coach ou un moi, ce qui me fait, des fois, là, qui me fait saigner des oreilles, c'est quelqu'un qui me dit « Ah, je le sais que ça te prend ça. » Okay. Tu peux pas dire « Je le sais, c'est ça que ça te prend. » Faut que tu guides la personne à ce qu'elle trouve son équipement, puis faut que la personne soit à l'aise avec ça aussi. Ouais. Tu sais, si la personne, tu lui dis « Ça te prend ça », mais elle aime pas ça ou elle est pas capable, ben, même si c'est toi l'expert, elle va t'écouter, mais elle n'aura pas de plaisir, elle n'aura pas une belle expérience. Faut que tu la guides à choisir, puis les deux, à un moment donné, vous allez être dans le même chemin, vous allez être d'accord, puis est-ce que, pour moi, ça fait du sens? J'aime ce que je vois, j'aime ce que la balle fait. Toi, est-ce que t'aimes ça? Okay. Si la réponse c'est oui, parfait. Si t'aimes pas ça, on va trouver une autre solution. Je suis pas là pour t'imposer quelque chose, je suis là pour t'aider. Pareil pour moi en teaching, je donne tout le temps, mettons, on fait des moves pour shallow plus le cub. Je donne tout le temps comme 2, 3, même 4 options à atteindre ce but-là ou ce move-là.
comment qu'elle fait, je m'en fous. C'est le résultat qui compte au final. Fait que, il n'y a pas vraiment one size fits all, même en équipement ou en teaching. Fait que... Ça, c'est cool. Puis est-ce que toi, tu donnes des cours de groupe et des cours individualisés? J'imagine? Ouais, ben, je donne des cliniques comme de short game, etc. Mais sinon, c'est vraiment des cours privés, one-on-one. Je crois pas vraiment à ça, des cours semi-privés, là, parce que d'un, pour moi, je suis pas capable de donner 100% de mon attention aux deux personnes. Ouais. Puis de deux, pour les clients, c'est pas avantageux. En 30 minutes, c'est vraiment difficile, à moins que c'est comme quelqu'un de haut niveau, puis qui je dis quelque chose, puis OK, il comprend, puis that's it. Mais c'est vraiment difficile en 30 minutes de comme, OK, faut travailler là-dessus. Fait qu'une personne qui va venir voir seul un coach en 1 heure ou en 30 minutes va apprendre vraiment beaucoup mieux que, mettons, 5 cours en groupe de 7-8, mettons. Ça dépend. Mettons que tu es vraiment beginner, jamais touché un club, cours de groupe, c'est parfait parce que c'est moins cher. Tu as un overload d'informations. Là, tu fais ton comme de DNA de golfeur. Tu montes ton propre swing. Après ça, tu viens me voir quand tu as appris comme tous les aspects différents de la game. Puis là, je suis prêt à en focusser sur mon swing. Mais cours de groupe pour en étant débutant qui n'a jamais touché un bâton ou qui n'a pas comme du knowledge partout, c'est parfait. Là. OK. Ouais. Ah, mais c'est cool, ça. Puis aussi, j'avais une question qui me trotte depuis ta tête, tu sais. vas-y. Tu sais, les pros, là, mettons. Ouais. Quelqu'un qui est vraiment bon au golf puis qui frappe super bien. Tu sais, pourquoi que lui, il va prendre des fers, là, comme quasiment des petites blades, tough à frapper. Puis pourquoi, dans le fond, il prendrait pas un genre de fer game improvement, faire encore plus de distance? Parce qu'il frapperait trop loin, il n'y aurait pas de contrôle sur sa distance. C'est ça, t'as raison, c'est parce que ça serait trop comme... Il frapperait un fer 7 à 240 verges, mettons, mais il n'y aurait pas de contrôle. Il frapperait un à 240, après ça un à 232, un à 250. Parce que ces fers-là sont très explosifs. Fait que quand tu frappes le centre de la face, elle décolle. Mais il n'y aurait pas assez de spin, il n'y aurait pas assez de contrôle sur sa distance, c'est pour ça. Fait que plus il est mince, plus ils ont de la vitesse, en fait, plus il est mince, plus tu vas générer du contrôle sur ta distance. Puis eux, c'est vraiment ça qu'ils recherchent. Plus il est mince, plus tu peux travailler la balle. Mais les gars travaillent de moins en moins la balle. Ouais. C'est vraiment une question de contrôle de distance. Ouais, puis j'entendais, c'était Ewan Benson avec justement une vidéo qu'il avait faite avec Pascal Garneau, que là, il disait les gars sur le tour, ils ont une trajectoire à cette heure. Puis c'est tout. C'est bien rare. Scotty Scheffler, qui est le meilleur golfeur au monde de loin en ce moment, il a de la misère à la faire tourner à gauche, tu sais. Ah ouais, il est capable, mais il a de la misère. Sauf qu'il répète tout le temps la même affaire, fait que c'est parfait dans le fond. C'est le meilleur golfeur au monde parce que c'est lui qui contrôle le mieux sa face. Pour faire toujours le même swing, toujours la même balle, les mêmes distances, tout ça. Mais là, tu commences à avoir plus de joueurs qui ont comme des half-sets, puis des sets composés. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bois 7, bois 9 qui commencent à être sur les tours aussi. Encore là, je parlais du graphite qui était considéré pour les personnes âgées, les madames. Même chose, bois 7, bois 9, ça fait pas longtemps que c'est cool de jouer ça, tu sais. Ouais. Il y a pas longtemps, c'était moi, je joue pas ça, là. Je suis trop bon, je suis trop jeune pour jouer ça, mais ça n'a pas rapport avec ta qualité de joueur, c'est t'as besoin de quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'en ai des joueurs un peu moins bons que je leur ai, mettons, fité un driving iron faire 3 parce qu'ils frappent extrêmement haut puis ils ont besoin d'aller chercher moins d'auteur. Puis à l'inverse, j'ai des très bons joueurs qui finissent avec des bois 7, des bois 9, des bois 11. OK. Ah, quand même, hein, c'est cool ça. Puis un bois 7, mettons, ou un bois 9, est-ce que ça se frappe bien dans du rough? Ultra facile. Ultra facile partout. C'est comme un go pass tout. Je te dirais, la majorité des gens à qui j'en ai fité, là, ils me reviennent puis ils me disent que c'est mon bâton préféré dans mon sac. Ouais, je peux pas le manquer, on dirait. Toi, Nick, t'en as-tu un? Non, ils en font pas beaucoup dans le gaucher. C'est vrai, hein? Il y a Ping qui en font, je pense. Ping en font, Titleist en font. Callaway arrête à 7. OK. Ping, Titleist arrête à 9. Peut-être TaylorMade, je pense pas qu'ils font de bois 7 gaucher. Peut-être cette année. C'est vrai que gaucher, on est moins outillé, mais on a quand même quelques options. Ah, c'est quand même pas pire, ça. 3 gauchers ici dans la salle. 3 gauchers, Il y en a beaucoup au Québec. Est-ce que c'est vraiment à cause du hockey qu'il y a beaucoup de gauchers au Québec? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui, hein? Moi, c'est quasiment 50% de mes clients. 40% facilement. Est-ce que vous avez joué au hockey les deux? Ou... Je joue encore, ouais. Je joue encore. Moi, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune, fait que... Ça doit être ça, j'imagine. Faut que ça soit ça peut pas être autre chose. Non, c'est ça. Mais tu sais, mon père, il est gaucher au hockey, mais il est droitier au golf. Ah ouais? Mais il n'est pas de gaucher. OK. Ouais, des gens qui sont comme ambidex, là, tu sais, avoir un sac moitié droitier, moitié gaucher. Ça, j'ai jamais vu ça. Moi non plus, jamais vu ça.
Des putters gauchers, quand ils jouent droitier, oui, mais le reste, j'ai jamais vu ça. Jamais d'un driver droitier, mais le reste tout gaucher, ça serait juste ça. Ça se pourrait. C'est des gens qui ont les yips, il y en a sûrement un qui a déjà essayé ça. Ou... Sûrement, hein? Ah, je dirais cross-end avant. C'est... Ouais, effectivement, ça doit exister. Ça doit exister, mais on sait pas dans quelle place. Là. Peut-être quelqu'un qui écoute, c'est comme, hey, c'est moi ça, là, il va nous écrire. Hit me up. Toi, t'es PGA Canada, t'as tes cartes. Ça fait combien d'années que t'as tes cartes? Depuis 2018, je suis dans l'association, puis j'ai fait ma classe l'été qui vient de passer. Ah ouais, fait que c'est tout récent, t'as ta classe. Félicitations. Merci on beaucoup. applaudit tout le monde. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'heures dans l'industrie, ça, je pense, pour atteindre une classe. Beaucoup d'heures. Ça prend 6 ans à compléter tous les modules, etc. Mais ouais, ça a été cool. J'ai jamais pensé à me rendre jusque-là. OK. J'ai fait un bac en gestion de commerce marketing. Puis le golf m'a juste tout le temps suivi. Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est juste une affaire que je voulais faire, là, avoir mes cartes de pro. Puis ça m'a amené à où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est cool à faire. Ouais, non, c'est... Ouais, toi aussi, t'es ça, hein? 2016, ouais, j'ai dit en 2016, mais c'est tough, c'est difficile. Ouais, ça a l'air pas ça, facile, là, jouer contre un score, c'est complètement différent que jouer normalement. Tu sais que t'as pas le droit de jouer plus que temps. Le pad test? Ouais. Le pad test, c'est quand mentalement, même c'est difficile. Ouais. C'est quoi vous avez trouvé le plus tough dans le pad test, là, les deux? Ben, c'est de jouer, là, dans notre temps, c'était genre 2 rondes en bas de 76. C'était 2 fois le rating du terrain, ouais. plus 15. Fait que ça dépendait d'où est-ce que tu jouais. Mais c'est surtout quand tu sais, là, j'ai pas le droit de jouer plus que 80, mettons. C'était 2 rondes à l'époque. Puis là, mettons, t'as joué 80 la première, tu fais que j'ai pas le droit de jouer plus que 80 là. Là, t'arrives sur le back 9, puis t'as 2 shots de lousse, là, ça devient vraiment stressant. C'est stressant, ouais. C'est vraiment tough, là. Puis tu sais, alors que normalement, tu vas jouer avec tes chums, tu vas jouer facilement, mettons, 75. OK. Là, quand tu sais que t'as pas le droit à l'erreur, on dirait que ça rajoute un stress épouvantable. Là. Ah ouais, hein? C'est la même affaire pour toi, Nick? Ou... Ouais. Mais tu sais, quand je l'ai fait, j'ai pratiqué... je pratiquais à chaque jour, je jouais... je me suis vraiment donné. Moi, ça a vraiment bien été, mon plat de test. Mais je m'en souviens, c'est au Château Bromont, fin octobre, il neigeait, grêlait, ventait, pis tout. J'avais mon chum Josh, qui était mon caddie. Puis il a vraiment fait 50% de la job, là. Il connaissait toutes mes shots, toutes mes distances, puis tout. Fait que moi, je grelottais à côté avec mon blanket. Puis genre, Josh, il me disait, bon, prends ton faire 7, 165 avec un cut. Là, je fais juste faire le move, tac, prochaine shot. Puis il a vraiment fait genre 50% de la job là-dessus. Fait que moi, j'avais juste à faire les shots puis me concentrer à la prochaine. C'est cool. Ouais. C'est nice, ça. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pensé, les deux, mettons, se dire, hey, moi, je pense que je pourrais faire la compétition, ça serait le fun? Moi, non, j'ai jamais été assez bon pour ça. J'aimais vraiment ça, mais j'étais pas d'un meilleur. J'adore le golf. Travailler dans le golf, c'est ma passion, mais pas. En plus, pour faire de l'argent en faisant de la compétition, il faut que tu sois vraiment dans les top. Là. Ah ouais. Hein? Mettons, tu sais, on parlait de Johan tantôt. Ouais. Faut que tu sois bon comme Johan pour faire de l'argent. Là. Puis même Johan, il a été cadé dans sur le tour, mais... Je parle au Québec, là. Ouais. Tu sais, il peut pas vivre de ça. Non, c'est ça. Il peut faire un peu d'argent, mettons, sur le tour du Québec, mais ça couvre les frais, j'imagine. À peu près. C'est parce que tu perds des journées de travail, tu perds des journées d'enseignement, de fitting, tu payes des hôtels, tu payes des repas. Fait qu'en bout de ligne, il en reste plus. Là. Fait que, tu sais, c'est le fun. Ça doit être super le fun, mais ça rapporte pas grand-chose. Moi, j'ai recommencé à faire des compétitions cette année. Là. Ouais? J'ai baissé mon handicap de pas mal. Puis là, ma game était à une bonne plage. J'en ai fait 4. L'an prochain, je vais en faire plus. Mais tu sais, c'est pas mon but d'aller sur le PGA. Là. C'est pour avoir du fun dans le... Ouais, juste me remettre dedans, me mettre dans une situation de pression. C'est comme le podcast aujourd'hui, tu sais, c'est juste me faire de quoi que mon inner bitch que je dis, genre, tu sais, tout le temps une voix qui dit « Ah non, on tente pas. Okay. » Genre, juste me dépasser. Là. Ah, mais c'est bon, j'aime ça, c'est vrai, c'est comme ta première expérience podcast. Ouais, ben je filme beaucoup de contenu, mais faire une conversation de même... c'est le fun, tu sais, il y a beaucoup de tournois comme par équipe de 2 et tout ça. Ça a l'air cool, par exemple. Ouais, c'est ça, ils ont changé un peu les formules. Ah oui, faites-le, on va aller filmer ça. Avec nos casquettes à l'hyper. Ben ouais, c'est clair, je vais vous donner ça, je vais être malade. Puis, ouais, c'est ça, fait que la compétition,
C'est-tu juste au Québec, mettons? C'est-tu comme le tour? Il y a un tour au Québec, mettons, puis il y a un tour canadien. Ben, t'as PGA Québec, PGA Canada, que tu peux aller faire les tournois dans les autres provinces. Il y a ici PT Tour avec Massimo qui a fait un gros tour. Ils ont fait un excellent job, eux autres. Là. Ouais, ça, c'est quoi, ça, ce tour-là? Ben, écoute, je le connais pas beaucoup, là, le tour en soi. Là. C'est un circuit. Ils font quand même des beaux terrains, des beaux tournois, des beaux événements. OK. Ça fait quoi, 4 ans à peu près? Ouais, ça grandit. Mais ça Massimo donne le connaît bien. Sharp guy, pour vrai. Ils ont fait de quoi de vraiment bien pour ce circuit-là. Exact. Ah, mais c'est cool. Puis est-ce que vous jouez au golf vous avez joué au golf dans d'autres pays ou c'est concentré au Québec que vous faites? C'est quoi? J'en ai fait quelques-uns. Ouais. J'ai fait Mexique, États-Unis, bien sûr. OK, ouais, c'est ça. République. J'ai fait une couple. Puis le plus beau que tu as joué, mettons, mis à part les États-Unis, là, si on enlève ça serait où que tu as vu les meilleurs? Humphrey Magog. Dans le Magog, ouais. Est-ce que tu as joué au justement le course, le terrain de golf à Desmarais puis tout ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, ouais. J'ai travaillé là 4 ans. OK. Ah, t'as travaillé là 4 ans. J'ai travaillé là 4 ans. Je l'ai joué peut-être 80 fois. Là. Au Québec, c'est de loin le plus beau. Ah ouais, hein? Je dirais, tu sais, au Canada, Cabot est vraiment au top aussi. Là. OK. Mais Humphrey, c'est spécial. Là. C'est spécial. Ça paraîtrait-il qu'on serait comme dans un autre monde carrément quand Absolument. on va là? Ouais. Ouais, l'aura de cette place-là. C'est vraiment particulier. Là. Quand même, c'est cool ça. Moi, j'ai travaillé pour à côté M. Graton, qui était son vice-président pendant un été de temps, comme quand j'étais étudiant, avant de rentrer dans mon cours de soudage. Puis, c'est ça, il parlait de ça, de M. Desmarais, qui avait un club de golf. Là, ouais, c'est vraiment particulier comme place. Ah, c'est cool. Ça fait que toi aussi, t'as travaillé là ou... J'ai caddy là. OK. Puis j'ai eu la chance de me faire inviter par des membres. Fait que, quand même. Ouais. C'est cool. Puis c'était quoi c'était juste la beauté qui faisait que c'était incroyable ou tout est impeccable? Moi, c'est l'entrée. L'entrée, tu rentres au terrain, t'es tout seul. Le terrain est manucuré comme du tapis. Là. C'est la perfection. Avec leur jumpsuit. C'est l'expérience totale. Ouais, c'est ça. C'est complètement fou. Là. Je pensais quoi? Il faut que tu sois membre pour être là, finalement, pour pouvoir... Ou invité d'un membre. Ou invité d'un membre. J'imagine que ça doit être comme une espèce de prix de j'ai jamais su le prix exact, ça, j'en ai aucune idée, mais tu sais, moi, quand j'étais là à l'époque, ils jouaient à peu près 1500 rondes par été. Fait que c'était une quinzaine de rondes par jour. OK, quand même, c'est pas, non, tant que ça. C'est pas crowded, il n'y a pas de tea time, rien. Ah, mais c'est bon, ça, c'est cool. Fait que ça, c'est genre la plus belle chose. C'est dans les top. Là, je reviens des États-Unis, là, je n'ai joué une coupe de beau. Là, t'es allé à Pinehurst. À Pinehurst puis à Kiowa Island. Ça, c'était vraiment spécial aussi, mais... Cabot, c'est cool. Si vous avez la chance d'y aller, là, à Nouvelle-Écosse, là. Ah, j'avoue, ça doit ressembler un peu style Irlande. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis en parlant de vent, justement, est-ce que vous aimez ça, jouer quand il vente 75 km/h? S'il y a quelqu'un qui aime ça, appelle-moi parce que j'ai ça. Là. C'est quoi les tactiques, mettons, il vente, là? T'essaies de jouer le plus bas possible avec ta balle? Moi, je monte d'un ou deux clubs, un peu plus back dans mon stance, raccourcis mon swing, je finis mes mains cup, puis j'espère pour le best. Là. Ah ouais, puis y a-tu moyen de bien jouer dans les conditions? Il faut quasiment que tu apprennes à frapper des fers pas forts. Parce que si tu swings moins fort, tu génères moins de vitesse, tu génères moins de spin, puis c'est le spin qui tue la balle dans le vent. Fait que si tu peux frapper, je te donne un exemple, tu frappes ton fer 6 à 180, tu t'apprends à le frapper à 135 verges, full swing. Ouais. Ben, tu vas le flatter plus bas avec moins de spin. Fait que le vent, il ne touchera pas. Mais tu sais, ça se pratique parce que c'est difficile de frapper. Le meilleur exercice, c'est essayer de frapper un fer 6 ou un fer 7 plein élan à 100 verges. OK. Mais comme plein élan. C'est juste... Je comprends. C'est sûr que ça doit être difficile parce que... c'est tough. T'es habitué, ouais. Mais écoute, tu le pratiques, ça peut être pratique. Des fois, juste des petits par 3 qui ont bien du vent de face. Là. Ouais. Et dans le fond, un truc à pratiquer qui est bien, c'est je prends un bâton, mais je suis capable de faire plusieurs distances avec celui-là. Tu essaies de frapper tous tes bâtons plein élan à 100 verges. Quand même. C'est un beau défi, ça. On va faire ça au simulateur de golf. Go. Sérieux, c'est la meilleure affaire. En plus, au simulateur, c'est parfait pour pratiquer ça. J'avoue, hein. Ça, c'était une affaire qu'il n'y avait pas avant. Là, maintenant, les simulateurs, il y en a partout. On peut pratiquer tout l'hiver le golf si on veut. Être fresh sur le terrain, ça, c'est vraiment incroyable. Ça, surtout au Québec, là, on a juste 6 mois de golf par année. C'est vraiment ça la différence entre le Québec et les autres places dans le monde. C'est qu'on n'a pas 12 mois de golf. Fait qu'au moins, les simulateurs de golf nous donnent la chance de
pouvoir pratiquer puis pas perdre notre talent. Là. Ouais, j'avoue. On parlait des chiffres tantôt. Il y a certaines technologies qui ne donnent pas toujours tout à fait les bons chiffres. Faut faire attention. Il ne faut pas tout prendre pour du cash non plus. Ouais. Si vous pratiquez sur des TrackMan intérieurs, c'est excellent, mais assurez-vous d'avoir aussi la balle RCT, qui est Radar Capture Technology, parce que sinon, le spin rate ne sera pas bon. Fait que vos chiffres vont être un peu... vont être plus haut ou plus bas, maintenant? Je sais pas. Mais ils vont être un peu biaisés. Parce que le spin, c'est le spin qui vient changer ça. Fait que... Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, là, mais cette balle-là est faite pour les TrackMan à l'intérieur, justement. Parce que le TrackMan à l'extérieur, il est correct, il a besoin de voir la balle aller, mais à l'intérieur, il n'est pas assez long pour voir la balle. Tu sais, un 12 pieds, c'est pas assez pour reproduire ce que la balle fait exactement. Fait qu'avec ce qu'il y a dans la balle RCT, ça permet justement de capter les rotations de la balle comme il faut. C'est des balles qui se vendent cher, mais tu les utilises à l'intérieur. Donc, tu les perds pas nécessairement. Oui, tu vas les user, mais si tu achètes une douzaine pour l'hiver, tu devrais être correct. C'est le même prix que des Pro V1 dans le fond? Un peu plus cher. Je pense que c'est 95$ la douzaine dans ces eaux-là. Là. Mais de toute façon, en tant que joueur de golf, tu vas en perdre pour plus que 95$ d'un été, dépendamment de ce que tu sais, c'est ça. Puis à moins que tu pratiques 7 jours sur 7 intérieur, ça va peut-être t'en prendre plus, mais si tu pratiques une fois ou deux par semaine, tu es correct pour l'hiver. Puis à la limite, split ça avec 4 de tes chums, puis prenez-vous une sleeve shack. Puis, exact. Tu fais ça aussi les balles ou juste des clubs? Je fais les balles un peu. Ouais. Personnellement, je trouve que pour le golfeur moyen, ça fait pas une si grosse différence que ça. Fait que ceux qui disent la Pro V1, c'est pas pour moi vu que je suis pas bon. Dans un monde idéal, tout le monde jouerait de la balle premium parce qu'elle réagit vraiment bien sur les greens. Moi, ce que j'aime dire aux gens, par exemple, vas-y avec ton budget, puis essaye de jouer toujours la même balle le plus possible parce que tu vas savoir comment elle va réagir. Si tu changes d'une balle à un trou, une balle à un autre trou, une balle à un autre trou, elle réagit jamais de la même façon. Côté distance, c'est pas vraiment vrai qu'il y a des balles qui frappent tant plus loin. S'il y a une différence, c'est des fois 2 verges, 3 verges, mais c'est pas... Il n'y a pas 20 verges de différence. Mais c'est surtout autour des greens, chipping, putting, wedge à 125 et moins que ça va faire une différence. Mais pour le golfeur amateur moyen... C'est pas quelque chose qui... c'est niveau feeling, je dirais encore, ou ça serait... Spin, feeling, son, ça a l'air niaiseux, là, mais le son, ce que ça fait, tu sais. Moi, j'en fais tester beaucoup en putting aussi, parce que le putting, c'est là souvent que le son va venir influencer encore plus. Le mental. Le mental, l'impact, le contrôle de distance. Mais tu sais, sur le driver, c'est tel que tel. Sur un fer 7, c'est tel que tel. Là. C'est pas... Parlant de putting, là, les nouveaux putters no torque, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est pas pour tout le monde. C'est pour, je dirais, peut-être un 25-30% des golfeurs, mais c'est pas pour tout le monde. Ça peut régler certains problèmes, mais ça peut en causer d'autres. T'sais, moi, par exemple, j'ai toujours été habitué avec un putter qui a un gros arc dedans. Puis quand tu me donnes ça, j'ai l'impression de faire des snap pucks avec mon putter. J'aime vraiment pas la sensation que ça me donne. Mais il y en a que c'est très bon pour eux aussi. Fait que, tu sais, là, c'est la mode. Là. Au golf, c'est des modes. C'est du marketing souvent. Ça va durer un certain temps. Est-ce que c'est là pour rester? Probablement. Mais est-ce que ça va toujours être aussi hot? Je sais pas. Mais c'est la mode du mois, c'est la saveur du mois. Puis c'est bon pour certaines personnes, puis ça peut ne pas être bon pour d'autres. Là. Puis blade versus mallette, y a-t-il une bonne différence ou c'est... C'est sûr que mallette, contrôle de distance, c'est beaucoup plus facile. Parce que si tu descends ton impact un peu, surtout sur les plus longs pots, ben tu perdras pas autant de vitesse de balle qu'avec une blade. Mais au niveau le reste, c'est vraiment le joueur qui va... Je te dirais des blades, on en fait de moins en moins. Parce que technologiquement, il n'y a pas d'avantage. Ouais, c'est ça, hein? Parce que dès que tu pognes un peu à côté de la face. C'est plus un feel, moi, je trouve. Plus un feel différent. Les puristes aiment le look aussi. C'est beau, j'ai ça que j'ai. Mais tu sais, sur les short putts, c'est tel que tel, mais sur les longs putts, ça fait une grosse différence. Parce qu'on ne frappe pas toujours le centre de la face avec un putter, ça a l'air niaiseux. Mais... Je suis très d'accord avec ce que tu dis. J'avais une autre question, là, vraiment bizarre sur une donnée, là, parce que chaque fois que je vois cette donnée-là sur un TrackMan, je sais à quoi ça sert. Le side spin, c'est quoi ça? C'est une donnée qu'ils ont juste mis là pour le fun ou ça a vraiment un impact sur quelque chose avec la balle ou pas? Ben, ton side spin, c'est parce que la balle, elle fait pas juste tourner de côté, elle tourne sur un axe. Il y a du backspin puis il y a du side spin. Mais c'est juste un axe de rotation en réalité. Fait que moi, je le regarde jamais, honnêtement. Là. Si tu associes avec un autre, que là, ça pourrait faire une donnée de plus, c'est vraiment si juste... tu regardes le spin total. Le spin total, mais, tu sais, oui, plus que tu as du spin, généralement, si tu la slices ou tu la hook, elle va hooker encore plus. Mais le side spin en soi,
Ah non, check ton spin, check ton angle d'attaque. Okay. Si t'as trop de spin, essaie de frapper moins en descendant. Puis avec le driver, un spin, est-ce qu'on veut beaucoup de spin, pas beaucoup de spin? Si tu veux une grande fenêtre entre 2000 et 3000 à peu près. Là. OK. C'est surprenant, mais sur le tour, l'average, c'est 2008 à peu près. Fait que tu sais, il y en a qui cherchent 2000, 1009, mais c'est parce que tu perds du contrôle aussi là-dessus. Fait que oui, elle va aller un peu plus loin, mais tu veux pas sacrifier du contrôle par rapport à la distance non plus. Okay. Les snap-hooks, souvent, viennent du fait que les gens n'ont pas assez de spin. OK. Fait que dès qu'ils arrivent avec une face un peu fermée ou un impact un peu sur l'orteil, ben là, la balle à snap-hook. Fait que là, il faut que tu génères plus de spin. Il faut que tu trouves une façon de créer du spin avec l'équipement pour corriger ça. Puis à l'inverse, ceux qui slice, souvent, ben là, ils arrivent avec trop de loft, coupent la balle, trop de spin. Fait que là, tu veux le diminuer. Mais une grande fenêtre entre 2 et 3000, c'est correct. Là. OK, c'est cool. Ça. Puis la différence entre, mettons, un driver low spin puis un normal, c'est quoi le type de joueur qui va jouer, mettons, plus avec un low spin ou avec un normal? C'est-tu avec la vitesse qu'il génère dans la balle? Un mix de plein d'affaires, angle d'attaque, loft à l'impact, ouverture de face, fermeture de face, ça va changer beaucoup. Puis tu sais, la manière qu'ils marketent, c'est pas la bonne façon parce qu'ils disent, mettons, les low spins pour les très bons joueurs, puis les high spins pour les pas bons. C'est vraiment pas ça. Moi, j'ai des joueurs moyens ou moins bons que j'ai fité dans du low spin parce qu'ils spinent la balle énormément. Fait qu'eux, ils ont besoin d'avoir moins de spin, puis ça veut pas dire qu'il est plus difficile à frapper. Ça dépend de chaque personne, tu sais. Moi, je génère 0 spin, fait que j'ai besoin d'en créer. J'ai besoin de quelque chose qui a un centre de gravité qui est plus vers l'arrière pour m'aider à en générer. Je joue un driver 12 degrés qui est monté à 13,5. Quand même, hein? C'est ça. Mais j'ai eu des madames qui swingaient pas fort, qui avaient besoin d'un low spin parce qu'ils spinaient la balle, puis eux, souvent, ils frappent pas vraiment décentré, fait qu'ils manquent pas la balle, ils n'ont pas des gros misses. Fait qu'on peut se permettre d'aller avec une tête plus difficile à frapper en théorie, qui va faire sortir la balle plus rapidement, puis elle va rouler plus longtemps. Fait encore là, ça revient avec du cas par cas. T'as des gars sur le tour qui jouent avec des modèles low spin, d'autres des high spin, milieu. Ça dépend toujours de ce que tu recherches et ce que tu as besoin. Ah, c'est quand même cool, ça. C'est la même affaire pour toi, ouais. C'est vrai. Golf, c'est cas par cas. C'est hot, ça, pareil. Y a-tu des cas que vous avez déjà vus, là, mettons, la personne est là, puis tu te dis, y a pas rien pour toi. C'est impossible. Change de sport. Change de sport, ouais. Y a-tu des gens qui s'entêtent à se dire, moi, je veux. Ou, tu sais, qui vont voir des coachs, puis qui veulent être trop bons, qui s'entêtent à pas écouter, puis le faire, ou. Je sais pas, là. C'est pour ça, d'où ma question, genre, t'as-tu déjà fait du sport? OK. Parce que ça va démontrer la capacité athlétique d'une personne. Si tu me dis, tu sais, il y a souvent, une fois par mois, whatever, quelqu'un qui va arriver, j'ai un tournoi dans 2 jours de compagnie, j'ai un fait de sport, je vais apprendre à jouer au golf. C'est comme, OK, c'est quand même limité dans ce que je peux t'enseigner, mais tu trouves tout le temps une façon de faire frapper la balle, là. Mais je vais jamais dire que c'est un lost cause. À moins que si quelqu'un qui vient me voir puis qui va jamais pratiquer entre les leçons puis qui revient tout le temps avec tout le temps les mêmes problèmes, là, c'est it's on you, là, buddy. Ah, c'est ça. Tu dis, pratique un peu, tu viendras me revoir. Moi, je donne la sagesse, les techniques, etc. Mais si tu vas pas l'appliquer, le pratiquer puis mettre un peu de ton ADN dedans, là, on peut pas avoir de conversation puis comme qu'est-ce qui fonctionne pas avec toi puis... assise pour le prochain cours. Il n'y a juste pas d'évolution. Quand même. Fait moi, ça m'arrive des fois de dire aux gens, je peux pas rien pour toi avec l'équipement. Va voir quelqu'un. Je vais les référer à quelqu'un de qualifié pour leurs besoins, mettons, enseignement. Ou même des fois, c'est juste, va voir quelqu'un dans un gym qui va te faire un programme. Je vais les référer à la bonne personne. Puis souvent, je leur dis, je sais que c'est pas la réponse que tu cherchais aujourd'hui, mais moi, je fais pas de la magie non plus. Si, par exemple, tu arrives avec une face qui est 18 degrés ouverte, je peux pas rien faire pour toi. C'est ta technique qu'il va falloir que tu travailles. Je peux pas... Ça serait malhonnête de ma part de te vendre du rêve en te disant ça va faire toute la différence. Ça la fera pas, tu vas arriver sur le terrain, tu vas dire c'est un menteur. Fait que, tu sais, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Puis j'aime mieux être honnête avec la personne. Puis souvent, la personne est contente. Elle est déçue, mais elle est contente. Parce qu'il sait que j'ai été honnête avec moi, avec lui. Puis là, je dis pas juste de se débrouiller, je l'envoie voir la personne ressource que je pense qui va être la meilleure pour l'aider. Après ça, c'est sa décision, s'il veut y aller ou pas. S'il veut acheter un bâton en pensant que ça va faire de la magie, fine. Mais ça sera pas moi qui va te le vendre parce que c'est pas ma personnalité de faire ça. Je vais toujours
faire le plus possible pour aider la personne puis la guider vers les bonnes personnes ressources. C'est ça la différence entre Kev puis comme, mettons, un fitter à une grosse chaîne. Pas de dire de nom, là, mais... Non, mais ils vont toujours trouver des solutions. C'est parce que souvent, eux, ils veulent vendre, puis même les démodés des compagnies, tout ça, eux autres sont là pour mousser leurs produits puis vendre leurs produits. C'est correct, c'est leur job. Mais c'est pas 100% honnête, tu sais. Ouais. Ce qui vient à faire que, tu sais, comme plusieurs personnes, ou tout, je suis même... Tu sais, genre, je me lève le matin, je bois un café, puis là, genre, je check des bâtons de golf, là, je magasine des bâtons de golf, puis là, tu rêves, mais tu sais, c'est malade parce qu'on dit ça, tu sais, ah ouais, tu sais, celui-là, il est beau. Ça fitterait mieux ma game, mais tu sais, ça n'a pas rapport, là. L'affaire qui est le fun, je vais revenir sur Golf Avenue. L'affaire qui est le fun avec Golf Avenue, un, c'est use, puis deux, si tu l'achètes, tu as 30 jours pour l'essayer. Okay. Si tu l'aimes pas, tu peux retourner, puis sans frais. Fait, même, mettons, tu achètes un use, tu vas le frapper, tu dis, tu l'aimes pas. Bon, puis là, les autres, ils le réinspectent, OK, il est encore beau. OK, c'est quand même le fun, fait que tu peux essayer. Fait que ça rend un peu le sport un peu plus accessible. J'avoue, hein. C'est un peu ça, une cause à effet du sport, ça coûte cher. Ouais, si tu achètes neuf, ça peut monter vite. Genre 6-7 000 facile, là. Un full kit, c'est rendu 6 à peu près. Mais après ça, tu sais, s'il est bien fité puis ta game est quand même à une bonne place, ça peut te toffer un bon 10, 15 ans. Ça peut te toffer 10 ans facilement. J'avoue, hein. Le product life cycle d'un club, c'est 10 ans à peu près. Ça dépend comment tu pratiques, comment tu joues. Mais tu sais aussi, le neuf augmente, mais l'usage augmente aussi. Ça veut dire que si tu veux les revendre, tu vas les revendre plus cher aussi. J'avoue, il y a deux côtés à une médaille, mais effectivement, c'est rendu dispendieux. C'est pour ça que tant qu'à acheter off the rack sans se faire fitter, t'es mieux de venir voir quelqu'un comme moi. Moi, je vais te conseiller les bons outils. Après ça, t'es sûr que c'est adapté pour toi. Tu dépenseras pas de l'argent pour rien. J'en vois beaucoup qui achètent, ils revendent, ils achètent, ils revendent, ils achètent, ils revendent, parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Ils pensent savoir, mais ils savent pas. Puis, tu sais, je l'ai longtemps été. Là, moi, quand j'avais 20 ans, là, je voulais toujours le modèle pro du driver parce que j'étais un bon joueur. Puis, Colin, je n'étais pas capable de driver. Mais j'avais pas ces connaissances-là. Puis là, aujourd'hui, je comprends pourquoi je n'étais pas capable. J'avais pas les bons outils. Là, à un moment donné, il y en a un gars qui avait un démodé ping à 1000B où j'étais à Sherbrooke. Il me fait essayer un driver 12 degrés ping. Je suis bien meilleur que ça. Pas besoin de jouer ça, moi. Il a commencé à frapper des belles balles dans le champ de pratique. J'ai plus jamais joué avec un autre driver en bas de 12 degrés. Mais c'est le fun, ça, d'entendre des trucs de même, parce que souvent, c'est ça qu'on voit en discussion de, mettons, entre personnes ou c'est terrain de golf, tu sais. Première affaire, je regarde ton équipement, je te juge, puis après ça, je suis comme, mais tu sais, il doit pas être bon, mais tu sais, dans le fond, l'équipement, c'est propre à choix, chacun. C'est comme un vélo, là. Quand t'enlèves l'orgueil, là, tasse ton orgueil, puis tu vas bénéficier de l'équipement qui te convient, là, ça va tellement être plus facile, puis la première fois que tes chums vont te voir, ils vont peut-être bien rire de toi un peu pour te piquer, t'écœurer un peu. Quand ils vont devoir le frapper, ils vont faire finalement, c'est pas si pire. Pas si pire que ça. Même chose pour tes cours. Tasse l'orgueil, viens prendre des cours, puis tu vas être meilleur que tes chums dans une semaine. Vraiment. Il y en a des fois des bons golfeurs qui viennent me voir, puis ils veulent ça, puis je demande pourquoi. Pourquoi tu veux ça? Ils n'ont pas de réponse à me donner. Ça te donne rien d'avoir, mettons, de vouloir ça fonctionne pas. Ouais, mais je le veux. Mais pourquoi tu viens me voir d'abord? Moi, je te conseille de pas prendre ça. Si tu le veux, fais à ta tête. Mais ça t'aidera pas. J'avoue, hein. Puis, mettons, entre distance et hauteur de balle, c'est quoi le best? Je sais pas, moi, soit que j'ai le choix entre sacrifier ma distance avec mes bâtons ou mes hauteurs de balle, tant faire des balles moins hautes, mais plus longues. Faut pas que tu sacrifies un ou l'autre. Faut juste que tu aies la bonne combinaison des deux. Fait que c'est vraiment entre les deux qu'il faut que tu sois. C'est quelque chose que tu es capable de prédire ta distance, dans le fond. C'est haut ou bas, pour moi, ça... Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que probablement le plus haut, le mieux. Ouais, exact. Majoritairement, les terrains, ça va avantager les balles plus hautes, mais pas trop hautes non plus. Il y en a qui c'est extrême, mais... Le plus haut, absolument, le mieux, personnellement. Puis ça serait quoi, mettons, la hauteur idéale, mettons, je sais pas, pour un fire set? Y a-tu des, mettons, c'est 100 pieds? Moi, je vise toujours entre 90 et 100 pieds, généralement, la fenêtre. Puis est-ce que si c'est pour tous les 118, bâtons? c'est pas grave, là, tu sais. Comment? Est-ce que c'est pour tous les bâtons ou je sais comme, mettons... Habituellement, là, aujourd'hui, on est pas mal toujours entre cette fenêtre-là, 90-100 pieds. OK. Tous les bâtons, là, de driver. Puis tes wedges, tu veux pas les frapper trop haut non plus. OK. Les wedges, souvent, le plus bas tu les flights, le mieux que c'est parce qu'elles spin plus, puis tu contrôles mieux dans le vent, puis tout ça. Mais ouais, généralement 90-100 pieds, mais c'est pas à la fin du monde si tu te repasses à 120. Ouais, exact. Ça dépend au point à quel tu sacrifies de la distance. Si tu es capable de la faire baisser un peu, tu gagnes un peu de distance, puis tout le temps un chiffre pareil.
C'est surtout les gens ne connaissent pas leur carry. Exact. Ils connaissent leur distance totale, mais pas leur carry. Ça fait mal, ça, c'est primordial de savoir la distance carry. Ouais. Le total, on s'en fout parce que ça dépend des conditions, ça dépend de bien des affaires, mais si tu connais pas ton carry... Surtout au Québec. Là, exact. Ben ouais, c'est ça. Au début, ça roule pas. À un moment donné, dans l'été, c'est sec. Là, tu roules 200 verges. Puis là, t'arrives, tu reviens à l'automne, puis là, ça plug. C'est mon frère, ça, je frappe 155, ouais, mais il carry 138. Il y a 17 verges de différence, c'est pas normal. Là. Ouais. C'est pour ça qu'on atteint souvent des débuts de green et non le green. Parce qu'on se dit, ah ouais, je fais 150 avec mon 5-7. Exact. Non, j'en fais 138 pour de vrai. Ouais, non. C'est malade. C'est de connaître les. Puis t'es pas obligé d'être à la verge près, mais de savoir à peu près combien ça fait. Environ, ouais. Puis le roulement, ben, tu le géreras par après. Fait que si je comprends bien là, du podcast, là, une donnée à pratiquer le plus possible, c'est une ouverture de face en impact. C'est pas toutes les machines qui le donnent, par exemple. Non. Dépendamment de ce que tu pratiques, mais oui, si tu peux avoir l'ouverture de ta face, voir la corrélation à ton club pad, qu'est-ce qu'il a fait, tu vas. C'est de la physique rendu là. Ouais. Tu comprends le pourquoi du comment. Si ma face arrive ouverte de 12 degrés, ben c'est sûr que physiquement, elle ne peut pas aller ailleurs qu'à droite pour un droitier, mettons. J'avoue, hein. C'est sûr. Même chose à gauche. Fait que si tu comprends ta face, comment elle travaille, après ça, ben tu peux travailler sur tes trajectoires. Puis, Ah ouais, hein, j'avoue, hein. C'est malade. Merci beaucoup, les gars. C'est vraiment le fun. Merci, je suis déçu que ça soit terminé. Ouais, ben oui, c'est ça. Ça passe vraiment vite quand on a du fun. 2 heures, là. 2 heures de podcast. Puis je donne un cadeau. Elles sont vraiment belles. Merci beaucoup. J'ai fait faire des belles casquettes Prat Golf. Puis je vous en donne une. Avec un petit Let's Go Tiger sur le côté. Puis tout. Ouais, elles sont vraiment belles. Nice. Merci beaucoup. Puis très nice. J'espère vous revoir. C'était vraiment cool. Merci, ou cet été, là, certainement. Ça va être vraiment cool. Tu viendras nous voir au milieu. Ouais, exact. Je vais aller faire un tour. C'est vraiment hot. Tu vas aimer ça, je pense. Ouais, je vais aller voir ça. T'es-tu venu, toi? J'ai fait un tour, mais c'était pour un événement corporatif. Ok, ouais. Ah ouais. Je vais venir un jour. On fait ça. On s'en va au milieu. Hey, merci Nick. Hey, merci beaucoup. À la prochaine. Puis merci Ali. À la prochaine. Hey, je l'ai dit comme ça, Kevin dans les messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. J'aimerais remercier Srixon, Full Wedge et Golf 3R pour rendre le podcast possible. Et sinon, on se revoit dans 2 semaines. Ciao!